Bonsoir à tous et bienvenue. Vous suivez Santé 24 sur Business 24 Africa. Dans votre émission aujourd'hui, nous parlerons des troubles bipolaires, des vertus thérapeutiques et spirituelles d'une plante, le citron. Et également, nous vous laisserons poser vos questions en toute fin d'émission. Aujourd'hui, le thème, c'est les fibromes et le docteur Zegbé répondra à vos questions dans le conseil de praticien. Alors, les troubles bipolaires, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faudrait savoir que 40 millions de personnes sont concernées dans le monde selon l'OMS et cette statistique date de 2019. Il se manifeste par des troubles de l'humeur, à savoir la peine, la déprime, l'euphorie. À quel moment consulter? Comment améliorer le diagnostic? Quelle prise en charge existe pour les patients? Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir des informations sur tout cela, suivez-nous jusqu'à la fin de cette émission. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors je reçois sur ce plateau aujourd'hui pour parler des troubles bipolaires le docteur Landry Kouadio. Il est médecin spécialiste en psychiatrie. Alors docteur, ma première question, qu'appelle-t-on bipolaire, trouble bipolaire? Parler de trouble bipolaire revient à parler d'une maladie mentale. De prime abord. Le trouble bipolaire est une maladie mentale qui concerne le cadre des troubles de l'humeur de manière générale dans notre spécialité. Pour faire la différence entre ce qui est trouble psychotique, où le patient n'est pas vraiment conscient de ce qui se passe et il n'a pas les moyens nécessairement, les ressources pour pouvoir s'en sortir, également des troubles anxieux, entre autres, ou dans lesquels le patient peut avoir conscience. Mais là encore, il est démuni. Il peut manquer de connaissances, de capacités, de ressources pour pouvoir sortir de la difficulté à laquelle il est confronté. Donc, parlant du trouble bipolaire, il s'agit d'un trouble de l'humeur. Il se caractérise par le fait que il s'agit d'une variation entre une humeur très triste, j'insiste sur le mot très triste, à la limite une humeur, une tristesse pathologique et une gaieté excessive, voire même une exaltation. Les deux extrêmes, Les moins, deux, moins, plus, plus, plus. Voilà, ça c'est très bien dit. Donc ce qui constitue deux pôles. Et cette personne va naviguer entre ces deux pôles, n'étant pas fixé dans l'un ou l'autre, dans l'une ou l'autre de ces extrémités, finalement il devient bipolaire. Voilà. On va creuser, docteur. On va creuser. Comment le diagnostique-t-on? Est-ce qu'il est facile de le diagnostiquer parce qu'il y a d'autres maladies mentales? Est-ce qu'on peut l'assimiler à d'autres maladies mentales? Comment le diagnostique-t-on? Et est-ce qu'on peut le diagnostiquer tout seul sans consulter le psychiatre? D'accord, je remercie. Déjà, il faut dire que pour une personne qui est outillée en ce sens, en l'occurrence un psychiatre, il a les outils et les moyens nécessaires pour pouvoir poser ce diagnostic. Il est important pour la personne qui rencontre ces difficultés de savoir, à défaut d'avoir la volonté d'elle-même, il faudrait qu'elle puisse avoir l'apport et le soutien de sa famille pour pouvoir avoir recours au psychiatre. Nous sommes présents, nous existons, nous avons des services, il faut pouvoir faire la démarche en quête de santé vers les psychiatres. Donc pour aller vers le psychiatre, on peut déjà se diagnostiquer bipolaire? Se poser le diagnostic de bipolarité revient au psychiatre. On peut déjà constater qu'on a un problème particulier. On peut estimer ou bien constater déjà qu'on est un peu trop triste, qu'on est un peu trop à l'écart, ou bien qu'on est trop joyeux, qu'on est trop dépensier. Voilà. Ou bien les parents, les proches pourront souligner certains faits et gestes de notre part. Donc, c'est à travers notre comportement que les parents vont réagir. Notre comportement va les attirer, l'entourage sera attiré par le comportement qui frise, qui va casser, qui sera une cassure avec le comportement normal, sinon la norme sociale. Ok. La norme sociale voudrait quoi? Parce que je ne trouve pas qu'une personne, vous allez nous instruire, hein, c'est pour cela que vous êtes sur le plateau, je ne trouve pas qu'une personne qui est excessive, qui exprime excessivement la joie, ait des troubles bipolaires. Ou bien une personne qui est triste, qui voudrait être seule,
y a des gens qui cultivent la solitude, qui veulent se retrouver seuls avec eux-mêmes. Souvent, même, je le dis, que j'ai envie de me retrouver seul avec moi-même. Ça, ce sont des signes de bipolarité, de troubles bipolaires. D'accord, je vous écoute bien. Et la question me fait un peu sourire. Il ne faut pas confondre dépression ou bien tristesse profonde et déprime. Ou bien avoir le besoin de se replier sur soi-même pour mieux avoir un regard, une introspection sur soi. Ce dont nous parlons, c'est quelque chose de pathologique. Voilà. Cette tristesse-là, c'est une tristesse profonde face à laquelle on a du mal à réagir, on a du mal à ressortir, à s'en sortir. Donc, elle sera caractérisée surtout par des idées noires. Par des idées noires, des idées de mort, des idées suicidaires et éventuellement des actes et des tentatives de suicide. Ça, c'est le cas négatif. Ça, c'est le cas négatif. Et le cas dans le cas positif, voilà. La personne sera dans l'exaltation. Il y a la joie, il y a l'exaltation. On ne peut pas se permettre, bon, pour certains, hein, de dilapider tous ses biens. Voilà, il y a une certaine mesure même quand on veut faire des dons. Lorsque vous faites déposer des actes de générosité qui mettent en danger votre intégrité financière et même celle de votre famille. C'est un signe de trouble bipolaire. Vous avez des questions en tout cas à se poser. Voilà. Il faut aller en c'est quelque chose, un comportement qui doit interpeller. Interpeller. Parce qu'il n'y a pas que, c'est juste ce comportement, c'est tout un ensemble qui permet de poser un diagnostic. Est-ce que le bipolaire se sait bipolaire? Le bipolaire, avant qu'il ne soit diagnostiqué de bipolaire, peut se savoir en souffrance. Que ce soit du côté négatif ou du côté positif, il va remarquer cette fluctuation qu'il aura. Ça, il peut le remarquer. Tantôt, il dira, je me sens beaucoup triste, je suis découragé, j'ai envie de rien, je suis motivé à rien. Parfois, il dira aussi quelques jours après, 2 ou 3 jours après ou 4 jours après, j'ai une joie que je veux partager, que je veux communiquer, mais je ne sais pas comment. Mais souvent, j'ai des idées de grandeur que je veux réaliser des choses. Mais il sent qu'il fluctue. Il n'a pas forcément les moyens ou bien les ressources pour situer. Mais après, tout ce sentiment ou bien ces sensations qu'il va éprouver, il se posera toujours la question de savoir est-ce que je suis vraiment équilibré dans mon comportement. Il y a un questionnement qui va naître. Voilà. Docteur, la bipomanie a-t-elle des niveaux? Si oui, lesquels? Quand vous dites bipomanie, vous changez de contexte. Nous parlons de la bipolarité. Ah ok, bipolarie, pas bipomanie. Voilà, du trouble bipolaire. Ok, voilà. Il y a une différence. Oui, si nous parlons de trouble bipolaire, parlons de trouble bipolaire. Ok, oui. Ok, parlons de trouble bipolaire. Mais déjà, comme j'ai parlé de bipomanie, est-ce qu'il y a une différence entre la bipomanie et les troubles bipolaires? C'est quoi la différence? Donc déjà même, la bipomanie, là, je n'ai même pas cherché à savoir. Oh, donc ça sort du cadre, voilà. J'ai vu, j'ai dit, on enlève. On sort, ça, c'est pas... Ok, donc on enlève. Ok, on enlève cette question. Hein. Ok. Alors, docteur, tous les cas de troubles bipolaires nécessitent-ils une hospitalisation? Bon, la question revient aussi à savoir si toutes les maladies mentales nécessitent une hospitalisation. L'hospitalisation en elle-même, elle dépend de l'intensité du trouble que la personne représente. Voilà. Elle dépend de l'intensité du trouble. Les troubles bipolaires, dans leur expression, en fonction de l'intensité du trouble qu'il présentera au jour du rendez-vous ou bien de l'entretien, le médecin, le psychiatre qui le recevra sera avisé. Voilà. C'est à lui qu'il appartient de décider s'il y a lieu de faire une hospitalisation ou d'effectuer un traitement ambulatoire, en fonction des éléments cliniques qu'il aura. Les troubles bipolaires ont-ils différents niveaux? Si oui, lesquels? Bon, déjà, on fait une classification des troubles bipolaires en 3 catégories. On parle des troubles bipolaires de type 1, celui de type 2, celui de type 3. Celui de type 1, déjà avec l'apparition d'une fois, déjà d'un trouble à caractère, un trouble maniaque, on parle déjà de trouble bipolaire de type 1. Avec le trouble bipolaire type 2, un épisode, on parle d'hypomanie, est associé à un trouble, un état dépressif franc, nous permet d'évoquer déjà le trouble bipolaire de type 2. Le trouble bipolaire de type 3, lui, c'est plus la survenue d'une complication au décours d'un traitement d'une dépression.
Voilà, on parle de virage maniaque dans le pôle positif, extrêmement positif. Tout ça, c'est technique. Oui, grossièrement, je le dis ainsi, mais ces classifications ne donnent pas l'intensité. Okay. Voilà, c'est pas parce que c'est type 1 que c'est plus grave que le type 2 ou oui, le type 3 est plus grave. Voilà, Okay. c'est juste des catégorisations. Voilà, donc je vais pas faute à vous dire. C'est juste une catégorisation. C'est pas parce qu'on est dans la catégorie 1 qu'on est plus atteint que celui qui est moins atteint que celui qui est dans la catégorie 3, par exemple. C'est juste des classifications qui n'ont rien à voir avec la sévérité des troubles bipolaires. Bien entendu. Très bien. Les troubles bipolaires ont toujours existé en Afrique, docteur? Bien, c'est une nouvelle maladie, une maladie occidentale. Je vais dire même que les maladies mentales existent, ont existé, existeront toujours en Afrique. Rien n'a été importé. C'est la lecture que nous faisons nous-mêmes des troubles mentaux qui évoluent. Ce qui n'attirait pas forcément notre attention avant commence à attirer notre attention maintenant à toute la population. Puis, je félicite déjà les personnes qui ont su intervenir en ce sens-là pour montrer l'importance de la santé mentale, pour interpeller la population, notamment nos chers maîtres. Je peux citer déjà le professeur Delaforce, le professeur Yoro Tenina, pour ne citer que ceux-là déjà. Donc, ce n'est pas une maladie nouvelle, ce n'est pas une maladie importée de l'Europe. Ce n'est pas une maladie importée. Elle a toujours existé en Afrique. Voilà. Les troubles bipolaires ont-ils des causes connues? Et est-ce que c'est héréditaire? Merci. Et est-ce que c'est de la folie également? Donc, 3, est-ce que... D'accord. Ce qui concerne l'origine ou bien les causes des troubles bipolaires, il faut dire que à l'heure actuelle des connaissances, nous ne parlons que de facteurs qui vont concourir à l'apparition de ce trouble. Que ce soit ce trouble en particulier ou les troubles mentaux de manière générale. À l'état actuel, nous n'évoquons que des facteurs, notamment des facteurs environnementaux, déjà, des facteurs génétiques. On ne va pas les exclure. Chacun a sa sensibilité biologique. Mais l'un ne va pas primer sur l'autre pour favoriser l'apparition de cette maladie chez une personne. Ce n'est pas parce qu'un des ascendants aura présenté cette pathologie que nécessairement le descendant l'aura. Que nécessairement, mais quand même, il y a 1% de cas, bien 0,5. Mais c'est un facteur. Il peut avoir ces facteurs, puis de rien avoir du tout, sauter des générations sans que personne ne soit atteint. Ok. Voilà. Comment les traiter? Est-ce qu'on arrive à bout une fois des troubles bipolaires? D'accord. Pour le traitement des troubles bipolaires, il y a des médicaments qui existent. Donc le traitement existe, c'est bien codifié. Pour les praticiens aguerris, ils savent comment procéder avec ces molécules. Voilà, il y a certaines molécules qu'on utilise ici plus facilement que d'autres. Je vous épargne le laïus concernant ces molécules-là, mais je peux vous dire que le traitement existe et nous obtenons de bons résultats dans le traitement, dans la prise en charge de ces personnes. Mais la particularité de cette maladie, c'est qu'elle a une évolution, je vais dire, presque toujours chronique. Toujours chronique. Presque toujours chronique. Donc, il faut faire attention. Voilà. En fait. Il est rare de voir un trouble bipolaire qui va s'amender complètement et puis sans soin. Voilà. Généralement, il peut y avoir des périodes où il y a une accalmie, mais c'est une accalmie parfois très tresse. Donc, on n'en guérit pas définitivement. On n'en guérit pas. Oui, il faut toujours faire attention. Et nous, dans nos contextes, on ne parle jamais de guérison. On parle plutôt de stabilisation, de stabilité du patient. Ok. Docteur, on est presque à la fin de notre échange. Mais la dernière question, si la réalisation me permet, comment vivre avec un bipolaire, quelqu'un qui manifeste des troubles bipolaires, assez rapidement? Comment vivre avec un malade? C'est une grosse question. Ça ne m'était pas venu. Voilà. Vraiment, comment vivre avec un malade? Avoir un patient qui a un trouble bipolaire, avoir un parent qui a un trouble bipolaire, c'est avant tout une personne qui a une maladie. C'est avant tout une personne qui a une maladie. Elle a besoin de réconfort, d'assistance, d'accompagnement, d'appui face à la difficulté qu'elle rencontre. La particularité, c'est que c'est une pathologie chronique. Qu'il faut s'armer d'empathie surtout.
Et de patience pour comprendre qu'à un moment donné, les troubles que la personne peut présenter ne sont pas forcément de son fait. Elle n'a pas forcément la capacité de réagir par rapport à ça. Voilà. Donc c'est surtout de l'empathie. Voilà. Concernant un patient qui est atteint de troubles mentaux, de troubles mentaux ou une personne qui est atteinte de toute autre maladie, il faut faire preuve d'empathie. Est-ce que les gens qui souffrent de troubles bipolaires sont de gros dépendants affectifs? Toujours besoin d'affection. À la limite, oui. Non. Okay. Ce ne sont pas de gros dépendants affectifs. Ok. Voilà. On s'en tient à cela. Merci beaucoup, docteur, d'être passé sur notre plateau. Je vous dis merci. Aujourd'hui, nous avons parlé avec vous des troubles bipolaires. Vous êtes le docteur Glandry Kouadio, médecin spécialiste en psychiatrie. Nous avons parlé, je le rappelle, des troubles bipolaires. Merci d'être passé sur notre plateau, docteur. Passons à présent à notre deuxième rubrique, la médecine alternative. Et aujourd'hui, nous parlons du citron, des vertus thérapeutique et spirituelle du citron. À tout de suite. Alors, dans médecine alternative, aujourd'hui, nous parlons des vertus spirituelles et thérapeutiques du citron. Nous allons d'abord parler des vertus thérapeutiques. Il faudrait savoir que le citron est un agrume. Son arbre est le citronnier. Le citron existe sous deux formes, le citron doux et le citron acide. Le dernier cité est le plus commun et son jus a un pH d'environ 2,5. Et pour en parler, nous recevons ici même en plateau un spécialiste ici qu'on a. C'est ça. Docteur Bozy, bonjour. Bonjour Reine. Alors docteur, vous êtes journaliste, écrivain, phytothérapeute, conseiller en spiritualité. Vous êtes aussi le président de la fondation Docteur Bozy qui milite, on va le dire, pour la promotion phytothérapeutique et spirituelle des plantes. Alors, le citron, qu'est-ce que c'est? Je l'ai dit, hein. Oui. Quels sont les bienfaits du citron, les bienfaits sur la santé? Waouh, faut dire, le citron est vraiment un fruit extraordinaire puisque à lui seul, il a tellement de vertus. Premièrement, je vais tout de suite toucher une maladie qui perturbe beaucoup notre société, le diabète. Le citron est un hypoglycémiant, il baisse le taux de sucre dans le sang, donc il serait très utile pour, je dis d'abord les diabétiques, mais pour nous tous, pour prévenir le diabète, puisqu'avec les années, le métabolisme corporel baisse, donc les digestions deviennent de plus en plus difficiles. Il faut pouvoir prendre justement ce genre d'aliments pour compenser les choses. Ensuite, c'est un hypotensif. Le citron baisse, je vais dire, la tension dans le corps. Il est très important de comprendre ces choses-là avec notre société où on court à droite, à gauche, la tension ne tarde pas à se lever. Consommer du citron serait salutaire. Troisièmement, le citron est aussi un cicatrisant. Très intéressant, surtout pour ceux qui ont des douleurs au niveau de l'estomac, des sortes d'ulcères provoqués par l'alcool ou bien les médicaments. Le citron viendrait à bout de ce genre d'ulcères. J'ai précisé cela parce qu'il y a des types d'ulcères à présence d'Helicobacter pylori. Là, on peut utiliser d'autres méthodes. Le citron est un puissant antioxydant. Donc, il est utilisé fortement dans le traitement en appoint, de façon naturelle, des cancers. Dans la phytothérapie, nous mettons beaucoup l'accent sur son importance dans le traitement des maladies de la prostate et surtout des cancers de la prostate. C'est un fruit qui viendra à point nommé pour prévenir non seulement ce mal, mais mieux, quand on sait l'utiliser, ce citron pourra nous aider à vaincre cette maladie qui semble être un fléau dans le monde masculin de nos jours. C'est un carminatif. Il chasse les gaz dans le ventre. Il est très utile aussi pour déconstiper. Ah bon? Voilà, oui. Utilisé dans un certain dosage, le citron permettra d'évacuer à succès les selles. N'oublions pas que l'essentiel des maladies métaboliques, chroniques, des cancers, et donc, vont surtout se signaler par de longues périodes de constipation. Et tant qu'on évite les constipations, on est en tout cas épargné de beaucoup de graves maladies. Le citron est un
fruit très important pour chasser les odeurs. Oui. Voilà, au niveau corporel, souvent il y a des odeurs qui indisposent. Oui. Il est très salutaire de l'utiliser lors de certains bains pour pouvoir justement chasser ces odeurs-là. Et même utiliser comme il se doit, le citron pourrait aller jusqu'à vaincre même la mauvaise haleine. La mauvaise Voilà. haleine. Ok. Toutes ces vertus, ces bienfaits du citron sur la santé et le bien-être, hein, est-ce qu'on peut utiliser aussi le citron pour l'intimité de la femme? Absolument. N'est pas trop acide. Bon, c'est le dosage qui fait toujours la différence en toute chose. Hein. Voilà, quand on va utiliser ne serait-ce que un citron, sinon un demi-citron, pour un verre, sinon à 2 verres d'eau, hein, les verres ordinaires, mais il n'y a pas de danger par rapport au bain intime et tout. Voilà. Souvent même, il faudrait aussi l'associer à de l'argile ventilée, de l'argile graminée pour avoir une action plus intéressante. Nous, par exemple, nous donnons cela à des personnes qui ont des problèmes de pète, hein, surtout des pètes blanches, des salpingites et tout, et puis les résultats se présentent. Très bien. Alors, nous avons parlé des bienfaits du citron. On a commencé à déjà toucher l'aspect de la deuxième question que je voulais vous poser, à savoir comment utiliser le citron. Tout à fait. Alors, il faudrait l'utiliser progressivement. Parce que d'autres veulent tout de suite l'utiliser par rapport à un problème de santé assez rapidement pour obtenir des résultats. Non. En matière de traitement du corps, il faut respecter l'organisme, il faut aller doucement. Pour cela, d'autres pourront commencer par diluer le citron, hein, ne serait-ce qu'un citron ordinaire, je peux. Hein. Oui. Voilà. Un citron de taille ordinaire, hein, utiliser son jus pour un verre d'eau. Et surtout les matins d'abord, c'est un détoxicant. Il va nettoyer le corps, il va nettoyer l'organisme. Donc déjà le matin... Ça dégraisse aussi le ventre. Oui, mais tout en douceur. Et ça dépend de la manière de l'utiliser. Quand on va mettre du citron dans de l'eau glacée, mais ça ne fait pas, ça ne fait pas fondre, ça fait grossir. Quand on l'utilise dans de l'eau chaude ou tiède, on peut espérer avoir des résultats très intéressants, notamment pour diminuer l'obésité abdominale, qui a un impact très important sur le fonctionnement du cœur. Donc, dans un verre d'eau, un citron, le jus d'un citron serait salutaire. Mais progressivement, comme nous, par exemple, nous avons pris pratiquement 1 à 2 ans pour pouvoir arriver à un stade où on utilise en moyenne, quand on fait nos cures chaque mois ou bien chaque 3 mois, on utilise pratiquement jusqu'à 12 citrons, voire même 18 le jour. Et ce n'est pas néfaste pour la santé, pour l'organisme? Pas vraiment, c'est pourquoi j'ai parlé d'aller progressivement d'abord. Et ce qui est intéressant, c'est que de la même manière que les odeurs corporelles, le citron arrive à les faire partie, c'est de cette même manière qu'à l'intérieur du corps aussi, hein, les odeurs fétides, les gaz intestinaux fétides pourront ne plus avoir d'odeur. C'est déjà très important. Il faut aller progressivement. Donc prendre par exemple un verre d'eau et un citron le matin. Tous les matins, tout doucement. Et puis avec le temps, on va monter à midi aussi et le soir, mais toujours avant les repas. Il est plus intéressant de prendre les fruits avant les repas. Les thés au citron sont aussi conseillés après les repas. Ah oui, c'est très important de souligner cela parce que d'abord, le citron est un puissant détoxicant qui aide au transit intestinal, qui aide à la digestion. Quand on l'associe à des thés comme le thé de lavande, on a des résultats extraordinaires. Le thé de camomille qui aide à la digestion au niveau gastrique sera conseillé aussi. Et enfin, le thé de menthe qui aide à combattre les gaz intestinaux. Voilà. Très bien, docteur. Vous l'avez dit, ça combat plusieurs maladies. Plusieurs maladies, oui. Et forcément, on ne va pas forcément donner les méthodes d'utilisation pour chaque maladie, pour chaque cas. Le temps ne nous le permet pas. Mais je voudrais qu'on aborde déjà le volet spirituel. D'accord. Quel est l'apport spirituel du citron? Alors, quand on veut parler du volet spirituel du citron, on parlera certes du citron, mais aussi du citronnier. Et voilà. J'ai appris dans mes recherches que tout est important dans le citron. Hein. Tout.
l'arbre, l'écorce, les racines, les feuilles, tout. Rien ne se gaspille avec vraiment, le citron. Vraiment, c'est un trésor. Voilà. Je vais tout de suite mettre l'accent voilà, sur l'écorce, là, ce sont des racines de citronnier. Je vais mettre l'accent sur le citronnier. Il faut surtout préciser un fait, c'est que c'est un arbre positif. Okay. Parce qu'il y a des arbres négatifs. Ou du moins, selon leur emplacement. L'avocatier, le manguier, le bananier et certains autres arbres ont un caractère négatif, alors que le citronnier n'a pas le caractère négatif. Mais il est positif dans quel sens? Il faut seulement savoir que le citronnier éloigne de nous les larves du bas astral. C'est quoi les larves du bas astral? Les larves du bas astral, ce sont des sortes d'entités qui agissent progressivement jusqu'à détruire ce pourquoi elles ont été amenées en un lieu. Quand vous avez par exemple une entreprise qui commence à battre de l'aile, ça veut dire si il y a une action occulte qui s'est faite, eh bien c'est en utilisant, en invoquant des entités qui font baisser progressivement les affaires, perdre des marchés, ne plus avoir la force de pouvoir rechercher de nouveaux marchés, voir son chiffre d'affaires chuter progressivement jusqu'à rentrer dans des problèmes. Voilà. Et donc, le citronnier ici, il sera planté dans la maison du propriétaire de la demeure. Okay. Du propriétaire de l'entreprise. Vous voyez? Mais il pourra être planté aussi dans l'entreprise, dans la cour de l'entreprise. Mais ça part tellement cette action-là là-bas. C'est dans la demeure. Voilà, dans la demeure. Et puis, on prendra l'écorce du citronnier pour en faire une poudre. La poudre de citronnier qu'on pourra utiliser pour s'encenser. Donc, une fumigation, on prend un encensoir et on prend cette poudre-là, on en met justement sur le feu contenu dans l'encensoir. Le simple parfum arrive et nous aide à nous désenvoûter face à ce genre d'action. Alors, vous n'avez pas besoin d'aller mettre cela dans votre entreprise, pas du tout. L'entreprise est en train de battre de l'aile parce qu'on ne veut pas que vos affaires prospèrent. Donc, c'est vous le concerné. Et donc, il n'y a pas lieu d'aller parfumer son entreprise de citronnier. C'est vous qui devez vous faire ces purifications-là sur vous. À quel moment du jour? Essentiellement, tôt le matin. Tôt le matin. Avant d'aller, justement. Avant le lever du soleil. Voilà. Très bien. Voilà, alors, docteur, nous avons largement dépassé le temps. Et on a donné cet exemple de l'aspect spirituel, de la vertu spirituelle du citron, parce que nous sommes sur une chaîne, évidemment, business. C'est ça. Mais il y a d'autres conseils concernant la portée spirituelle pour les couples, pour des personnes lambda. Et on en reviendra certainement. La prochaine fois, on ne parlera que du côté spirituel du citron, parce qu'on a déjà abordé l'aspect thérapeutique. Je serai très heureux en tout cas. Merci beaucoup, docteur. Merci aussi à toi, Irène. Et là, nous passons à notre dernière rubrique, la dernière rubrique de cette émission. Il s'agit maintenant de vous donner la parole, de poser vos questions. Et cette fois-ci, nous posons les questions au docteur Zégbé sur les fibromes. Bonjour, docteur Zégbé. Moi, c'est Madame Adou. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est qu'un fibrome et quelles sont les causes. Merci. Un fibrome est une maladie de l'utérus déterminée par une boule de chair qu'on appelle, parce qu'en médecine, quand vous entendez le son homme, ça veut dire une boule. Une boule qui a été formée au dépend de quelque chose. Quand ça a été formé au dépend de fibres musculaires, on dit fibrome. Si ça a été formé au dépend d'os, on va vous dire ostéome. Ostéome. Donc fibrome, c'est une boule de chair formée à partir de fibres musculaires dérivées de l'utérus. Donc c'est une maladie féminine. Il n'y a pas de cause, c'est une cause raciale. Le fibrome est une maladie de race. C'est la race noire qui fait des fibromes. La race blanche n'en fait pas. C'est parce que
quand l'Éternel Dieu a fait les êtres humains, il les a divisés en deux groupes. À un groupe, il a donné une substance qui améliore le corps, une substance qu'on appelle la mélanine. Bonjour, docteur Zébé. Je suis Madame Valérie. Ma question est la suivante. Quels sont les différents symptômes de la présence du fibrome chez la femme? Merci. Les symptômes du fibrome, ce sont des règles prolongées et abondantes. Quand une femme a des règles prolongées et abondantes, c'est un signe de fibrome. Bonjour, docteur Zébé. Je me nomme Ouattara Deborah. J'aimerais savoir, l'opération est-elle la seule option pour enlever un fibrome? Ben, ça, je connais les plantes qui traitent ça. Je les connais. Et je sais comment guérir l'utérus et les fibromes. Ça, on ne le dit pas comme ça à tout le monde. Non, mais j'en connais. Par l'expérience, par l'âge que j'ai, par l'expérience que j'ai, je vous dis, ça fait 50 ans, 47, 50 ans que je suis gynécologue. Donc j'en connais des plantes qui réparent l'utérus. Bonjour docteur Zébé. Ma question est la suivante. Le fibrome empêche de tomber enceinte et pourquoi? Merci beaucoup. Le fibrome ne rend pas stérile. Le fibrome, c'est simplement une boule qui est formée au dépend de la paroi de l'utérus. La paroi de l'utérus ne rend pas stérile. L'utérus n'a qu'un seul rôle, c'est de recueillir les œufs fécondés et les laisser grandir jusqu'à être matures. Donc, les fibromes ne rendent pas stériles. Merci au docteur Zébé qui a répondu à toutes les préoccupations de nos téléspectateurs, de nos téléspectatrices sur le fibrome, les différents types de fibromes et les autres questions de nos téléspectateurs. Nous voilà à la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Merci à notre réalisateur Lignon Gilbert, assisté par Tima Traoré. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même heure, même canal. À très vite.